Vous écoutez Mafia et République, épisode 2. Les émeutes du 6 février 1934 ont bouleversé la vie politique française. Socialistes et communistes s'allient et créent le Front populaire. Conséquence immédiate, aux élections municipales de 1935 à Marseille, la liste Sabiani est menacée. Son rival, le socialiste Henri Tasso, recrute un service d'ordre pour combattre celui de Carbone et Spirito. Il fait appel à deux jeunes proxénètes corses aux dents longues, les frères Guérini, qui incarneront la deuxième génération de la mafia corse. Antoine et Barthélemy Guérini ont quitté leur petit village de Calenzana, aux portes du Maquis, pour vivre sur le continent. À Marseille, ils ont commencé par la prostitution. Comme leurs aînés Carbone et Spirito, ils ont acheté un bar et placé leur première fille sur un bout de trottoir. Leurs 6 frères et sœurs les ont rejoints pour les épauler. En 1935, Antoine et Barthélemy peuvent déjà compter sur des dizaines de complices, d'hommes de main, d'associés. Il leur fallait des protections. Socialistes par tradition, ils se sont rangés derrière Tasso. Pendant la campagne, le clan des Guérini affronte les porte-flingues de Carbone. Les violences se succèdent, d'autant qu'un troisième clan corse se met au service du candidat des radicaux, le clan des frères Renucci. Il y a déjà toute une nébuleuse criminelle qui gravite autour du monde politique de la municipalité. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Il y a un système, je ne dis pas justement qu'il y a des mafias, mais il y a un système mafieux de corruption, d'aise, c'est-à-dire d'échanges politico-criminels qui, polluent la vie politique de la cité. Dans les urnes, le vent de l'histoire est sans appel. Le socialiste Henri Tasso gagne haut la main. Les Guérini font embaucher leurs hommes à la mairie. Simon Sabiani bascule dans l'opposition. Carbone et Spirito perdent leur protecteur politique. Le clan Sabiani plus Carbone et Spirito est un petit peu défait en 1935. Vincent Nouzille, journaliste. Puis l'arrivée du Front populaire va faire en sorte que, effectivement, Sabiani et ses amis seront un petit peu écartés du pouvoir politique à Marseille. Et donc, c'est les Guérini qui, à partir de 35-36, commencent à monter un peu plus sur la scène et à dominer un petit peu la scène. Alors, ces 4 figures, Carbone, Spirito, Mémé et Antoine Guérini, se toisent, se connaissent. La défaite de Sabiani ébranle le système de Carbone et Spirito. Leur impunité est menacée. Leur autorité sur le milieu est contestée. Spirito est partisan de la méthode radicale. Liquider le clan Guérini. Carbone, plus stratège, pense qu'il est temps de se parler. Il est fait mention d'un déjeuner très arrosé dans lequel Carbone et Spirito donnent leur aval au fait que les Guérini prennent une petite part du gâteau, mais pas tout le gâteau. Comme si c'était, comment dirais-je, une discussion de table d'hommes d'affaires, mais bon, c'est, voilà. Marie-Christine Guérini, fille de Barthélemy Guérini. On se réunit, on discute, toi t'as tel quartier, toi t'as tel quartier. Marie-Christine Guérini est la fille de Barthélemy Guérini, le plus jeune des 2 frères. Entre ses photos de famille et les coupures de presse, Marie-Christine trie ses souvenirs, ceux de la fille d'un parrain du milieu. Quand même, Antoine, il faut qu'il explique qu'à mon père, donc à Méatch ou à Mémé, qu'il faut quand même avoir une discussion pour répartir les territoires. Ou alors il faut carrément sortir les fameux machins là, que j'ai eu en héritage et que j'ai laissés dans les coffres du 44. Mais ils savent s'entendre. Vincent Nouzille, journaliste. Pour gérer la ville et se répartir, dans le fond, les trafics comme il le faut. Toi, si tu veux des femmes, tu prends les femmes. Marie-Christine Guérini, fille de Barthélemy Guérini. À ce moment-là, tu prends les vieux quartiers de Marseille et c'est bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis,
Carbone a cette phrase qui scelle le destin de la mafia corse. Sur l'île, on peut se chamailler. Sur le continent, les Corses doivent se serrer les coudes. C'est quelque chose qui est décidé et qui ne sera pas, rediscuté. Cette rencontre est l'acte fondateur de la mafia corse. Elle jette les bases de son organisation, diffuse, souple et peu hiérarchisée. Les différents clans doivent respecter la spécialité et les territoires des uns et des autres. En échange, selon les mots de Carbone, d'une modeste redevance. Les hommes de main infiltrés à la mairie servent à tout le monde. L'essentiel pour Carbone et Spirito, c'est de conserver le contrôle du port, tisser leur toile entre Marseille et Paris, la France et les colonies, l'Europe et l'Amérique. Pour l'instant, la Corse est protégée de tous les trafics. L'île de Beauté est préservée. Au même moment, aux États-Unis, la mafia sicilo-américaine se structure et devient un véritable consortium. Cosa Nostra américaine est née, une structure pyramidale et hiérarchisée, avec une ambition affichée, créer le premier syndicat du crime. En 1936, la France entre dans une nouvelle ère. Le Front populaire remporte les élections, Léon Blum est nommé à Matignon. À Marseille, Simon Sabiani, l'ancien homme fort de la politique locale, perd son siège de député. Dans tout ceci, où est Sabiani ? Il est progressivement isolé. Paul Jankowski, historien. Et où, dans tout ceci, est le sabianisme, cette politique de la clientèle, de l'amitié au jour le jour c'est un problème. La polarisation de la vie politique française permet à Sabiani de se remettre en selle. À Paris, le premier parti fasciste français, le PPF de Jacques Doriot, voit le jour. Comme Sabiani, Jacques Doriot, c'est un ancien communiste désenchanté. Doriot fonde un parti qui a des ambitions d'être un parti national. Il parle vaguement du socialisme dans le cadre de la nation. Donc on voit où cela peut mener. Ce sont les éléments d'un fascisme assez confus. Pour Sabiani, les idées ne comptent pas. Mais je crois qu'à ce moment-là, Doriot paraît avoir hypnotisé Sabiani. Et en lui, Sabiani voyait le moyen de retrouver un avenir politique. Simon Sabiani devient l'un des chefs du PPF à Marseille. Le service d'ordre du parti est majoritairement constitué de Corses recrutés par Carbone et Spirito. Ils sont en première ligne quand la guerre d'Espagne éclate en 1936. Le port de Marseille est stratégique pour le ravitaillement des belligérants. L'aide aux républicains mobilise clandestinement les appareils communistes et socialistes, soutenus par les Guérini. Carbone et Spirito, eux, œuvrent pour Franco. Avec le PPF, ils empêchent les navires à destination des républicains de quitter le port. Le clan des Renucci leur prête main forte. Carbone et Spirito expédient des centaines de tonnes d'armes et de munitions. Des contrats colossaux qui montent à plusieurs centaines de millions de francs. Les deux parrains ouvrent à cette occasion des comptoirs dans le port d'Anvers en Belgique. Les embargos se multiplient et accroissent les possibilités de trafic pour le crime organisé. Tout est bon, la morphine comme le parmesan, l'alcool comme les armes. L'argent coule à flot. À la mairie ou sur le port, Marseille est totalement gangrénée par la corruption. À ce moment-là, Henri Tasso est maire de la ville, il en a hérité donc en 1935. Laurence Montel, historienne. Il a hérité d'une ville qui est très endettée et qui souffre d'un nombre vraiment trop important d'agents municipaux, qui sont souvent en plus des agents qui ont été recrutés par Sabiani et qui n'ont pas les compétences pour les postes pour lesquels ils ont été recrutés.
qui souvent sont des repris de justice. Donc on voit très bien comment, à ce moment-là, il y a eu aussi un dérapage du mode de fonctionnement clientélaire. Et tout cela éclate au grand jour. Paul Jankowski, historien. Lorsque, en 1938, les Nouvelles Galeries, un grand magasin sur la Canebière, brûlent. Le 28 octobre 1938, un jour de grand Mistral sur la Canebière, la luxueuse façade du grand magasin Les Nouvelles Galeries prend feu. Les pompiers marseillais sont incapables d'y faire face. Le scandale des emplois fictifs tourne à la tragédie. L'immeuble s'effondre. On retrouve 73 morts dans les décombres. Le Parlement lance une enquête. Le gouvernement place la ville sous tutelle. L'administration est prise en main par l'État. Tasso est congédié. Il n'y a plus de maire à Marseille. La réputation de Marseille, ville mafieuse, s'installe dans toute l'Europe. À Paris, Carbone et Spirito étendent leur empire. La nuit, ils sont au cœur d'une zone grise où se croisent politiciens, stars du showbiz et industriels. Carbone et Spirito cherchent des hommes nouveaux, mieux éduqués, capables de parler le langage de cette bourgeoisie sensible à l'étiquette. Un jeune homme apparaît alors dans leur premier cercle. Étienne Léandri est monté à Paris pour étudier le droit. Fin et cultivé, doté d'un physique de jeune premier, il exerce rapidement ses talents de gigolo. Il connaît pas grand monde, lui, d'une famille modeste. Bon, il a un oncle dans les douanes qui lui présente un peu le grand monde, donc il traîne dans certains bars. Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. Il va notamment au Georges V, qui est un endroit où il y a quand même un peu le tout Paris. Et donc au Georges V, au bar du Georges V, là, il côtoie vraiment le gratin des affaires, le gratin du showbiz. Repéré par Carbone, qui le voit souvent partir au bras de femmes esselées, Léandri est très vite invité à la table du parrain. Forcément, il rencontre Carbone et Spirito parce qu'ils sont très rencontrables, c'est des gens spectaculaires. C'est des gens avec qui il va nouer des relations tout en étant pas complètement avec eux. C'est des vrais bandits armés, des vrais bandits dangereux. Le coup de maître d'Étienne Léandri, étreindre lors d'un tango l'une des femmes les plus riches du monde, Renée Brodier, la femme de l'américain Virgil Neal, qui est à la tête de Tocalon, l'empire du cosmétique. Léandri a tout juste 20 ans, Renée 40 et son mari 60. On raconte que Neal leur a donné sa bénédiction. Marie Schaeffer-Conroy, historienne. Ce qui était très généreux de sa part. Ils organisent des fêtes invraisemblables. Ils ont acheté une maison qui aujourd'hui est un des plus grands hôtels de luxe français. Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. C'est 90 employés de maison, du lapis lazuli, de l'or partout, des voitures à n'en plus finir. Chaque voiture a son propre personnel, son chauffeur est en livrée adapté à la voiture. Ils avaient des dépenses qui étaient considérables pour le seul bien de leurs amis, de la fête, de la nuit, de l'alcool et du rire. En quelques mois, Étienne Léandri se hisse au rang d'amant officiel de Renée Brodier et de confident de Virgil Neal. L'entreprise était très décentralisée. Marie Schaeffer-Conroy, historienne. En partie pour des raisons fiscales, mais aussi pour le protéger, lui et son entreprise. Léandri découvre toutes les combines des multinationales, les paradis fiscaux et les techniques de blanchiment d'argent. Léandri rêve de prendre la place du chef. Il découvre aussi le monde interlope de l'extrême droite, Virgil Neal étant l'un des plus riches soutiens de Mussolini. Neal ne s'embarrassait d'aucune contrainte. Il était impliqué dans beaucoup d'affaires légales, mais aussi illégales. Et Léandri était un peu comme lui. Léandri est aussi à l'aise au cœur du Gotha que dans les bas-fonds. Carbone le met aussitôt sur quelques affaires de stupéfiants. En 1938, Léandri est arrêté avec 2 trafiquants de drogue. Écroué, il passe 3 mois à la prison de la Santé avant d'être acquitté. À l'été 1939,
Quelques semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Léandri débarque aux États-Unis avec René Brodier. Il veut prendre des parts dans l'empire du Vieux-Nil. Mais les fédéraux américains, très bien informés, le soupçonnent de prendre des contacts avec la mafia américaine. De New York à San Francisco, Léandri est suivi à la trace par les stupes, qui ne trouvent rien. Le couple d'amants de son côté ne parvient pas à déposséder le Vieux-Nil. Un accord existe, dans un contrat que j'ai découvert. Je pense que Neil voulait s'assurer que Léandri et René ne prennent pas trop de pouvoir au sein de l'entreprise. Virgin Neil avait pris les devants. Quand ils reviennent en Europe, Léandri et sa maîtresse découvrent un nouveau monde, celui de la guerre et de l'occupation, là où les repères vacillent, où l'ordre crée le désordre, où, pour la première fois, la mafia corse veut pénétrer les plus hauts rouages du monde politique. Au début pourtant, tout commence mal pour les mafieux. La France est coupée en deux. Au sud, le régime du maréchal Pétain lance la Révolution nationale, censée nettoyer le pays de la gangrène pourrie de la République. Les camps d'internement regroupent, en plus des juifs, des communistes, des apatrides et des francs-maçons, tous les truands fichés par la police. Carbone, Spirito et leurs hommes se retrouvent sous les verrous à la bastide de Sisteron. Simon Sabiani revient en grâce. Chef du PPF pour la zone sud, il a l'oreille de Laval et devient l'homme fort de la collaboration à Marseille. Sabiani va à Vichy et il demande à Laval, qui est à l'époque le Premier ministre de Pétain, de faire libérer ces voyous. Jean-Pax Meffray, journaliste. Il dit on en a besoin pour la Révolution nationale, etc. Et les policiers, bien qu'ils soient de la police de Vichy, quand ils regardent un peu qui sont les gens internés, ils disent c'est des gens dangereux. Mais Laval est ferme et il donne l'autorisation à Sabiani de faire libérer ces voyous. En zone occupée, la Gestapo veut radicaliser l'occupation et éliminer tout ce qui entrave le Troisième Reich. Pour cela, il lui faut des hommes sur place. Henri Chamberlain, dit Lafon, criminel de premier ordre, est l'un d'eux. Il exercera ses talents dans le renseignement politique et économique, la spoliation, la traque des résistants et des juifs, avec le pouvoir de perquisitionner, d'arrêter, de torturer et de liquider, si bon lui semble. Très efficace, Lafon sera repéré par Helmut Knochen, le chef du contre-espionnage de la Gestapo. Helmut Knochen soutient Lafon. Ça veut dire que, grosso modo, Lafon est un intouchable. Grégory Oda, historien. Intouchable pour la police française, intouchable pour le milieu, et intouchable pour les Allemands eux-mêmes. Il devient une espèce de personnage hors norme comme seules les guerres peuvent en créer. Lafon recrute des criminels qu'il sort de prison et installe son équipe rue Lauriston dans le 16e arrondissement, créant la fameuse carlingue de sinistre mémoire. On a rarement réuni dans un même groupe des délinquants d'un tel calibre. Et on retrouve aussi quelques policiers ripoux. Lafon s'adjoint les services de l'inspecteur Bonny, celui qui avait arrêté Carbone et Spirito dans l'affaire Stavisky. Tout ce que la pègre compte d'ordures se retrouve enrôlé dans la carlingue, dont beaucoup d'hommes du système Carbone et Spirito. Carbone, lui, reste à distance. Il n'oublie pas l'humiliation que Bonny lui a fait subir. Lafon va donc recruter un certain nombre de Corses dans son équipe, qui ne vont pas tellement d'ailleurs s'occuper d'actions de collaboration, mais être davantage dans des actions de prédation, c'est-à-dire des attaques à main armée, couvertes par le service de la rue Lauriston, et des actions de pillage notamment des biens juifs. Donc on voit des malfaiteurs, avec l'accent marseillais, crier police allemande, un peu partout dans Paris, rentrer chez les gens, les brutaliser, les dépouiller, les voler, et tout ça sous le regard finalement, on va dire, impuissant de la police française. Ils devenaient des personnages qui avaient le droit de continuer leurs activités, mais avec une carte de police. Sitôt libérés par Sabiani, Carbone et Spirito se sont enrôlés dans la Gestapo. Ils sont maintenant Wehrmann,
c'est-à-dire hommes de confiance. Brandissant leur Ausweis qui leur permet de franchir la ligne de démarcation à leur guise, Carbone et Spirito bénéficient d'une totale impunité. À Marseille, ils se mettent au service de Sabiani. À Paris, leurs bordels et restaurants accueillent les dignitaires allemands. Le milieu s'intéressait surtout au marché noir. D'où est-ce que Carbone et Spirito tiraient leurs revenus? C'est de la contrebande. Paul Jankowski, historien. C'est de la drogue, c'est de la traite des blanches, c'est de la prostitution. Les officiers allemands voulaient leur nourriture, leurs armagnacs, tout ce que pouvait fournir le marché noir. Pour Carbone et Spirito, les Allemands deviennent des clients. D'un seul coup, le voleur peut devenir commerçant. D'un seul coup, le voyou devient policier. Grégory Oda, historien. D'un seul coup, le racketteur, finalement, devient une sorte de percepteur. La frontière entre le milieu qui s'occupe du marché noir et les autres qui s'occupent de dénoncer des résistants et des juifs est parfois assez floue. À quelques rues de la Carlingue, au 11 boulevard Flandrin, siège le commandant SS Roland Nosek, expert en renseignement politique. Nosek rencontre un homme qui se rend vite indispensable, Étienne Léandri. Quand la guerre éclate, Étienne, il se retrouve à Paris, dans un environnement où il n'est pas choqué par les Allemands, finalement. Le jeune Corse guide Nosek dans les nuits parisiennes, l'introduit au cœur de la pègre de Pigalle, lui offrant sur un plateau un vivier d'informateurs bon marché. Il l'invite aussi aux grandes fêtes données par le couple Nil, Léandri Coron-Nosek, en exaucant tous ses désirs. Dans les fêtes du Paris occupé, ils sortent tout le temps, ils lui présentent des nanas, ils lui trouvent de la bouffe, il lui fournit des filles. Il y a une collaboration intime et complice. Oui, la Gestapo est mal logée, il l'aide à se loger. Léandri crée une entreprise parallèle à Tocalon, la société cosmétique Accra. Son unique clientèle, les nazis. En quelques mois, Léandri fait fortune. Il se vante de dépenser plus de 25 000 francs par jour et s'enorgueillit de financer le PPF de Doriot. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. En réaction, les Allemands envahissent la zone libre. La Seconde Guerre mondiale entre dans une nouvelle phase. Marseille passe à l'heure allemande. La Gestapo réquisitionne un hôtel particulier, au 425 rue Paradis. En manque d'informateurs, les dirigeants nazis se tournent vers l'homme fort de Marseille, le chef du PPF, Simon Sabiani. Quand les Allemands arrivent, ils installent leur service de sécurité. Et avec 50 ou 60 agents, la section 4, qui se chargeait de la chasse aux Juifs, de la chasse aux résistants, était incapable de gérer tout cela. Il leur fallait des indicateurs, au moins 200 ou 300 à Marseille. Et parmi ces indicateurs, il y avait pas mal de membres du PPF. Simon Sabiani est la figure du PPF à Marseille. Vincent Nouzille, journaliste. Et comme homme de main, il a évidemment à sa droite Carbone et Spirito. Et donc Carbone et Spirito s'engagent complètement dans le camp de la collaboration avec des hommes de main qui vont devenir des tueurs à gages, qui vont torturer, qui vont piller, qui vont arrêter des juifs, des résistants, qui seront d'ailleurs payés à la tête du résistant. Je prends l'exemple de Palmieri, personnage le plus sinistre qu'il soit. Il employait, je crois, une centaine d'inspecteurs, entre guillemets, à cette tâche, qui recevaient un salaire et une prime de 1000 francs pour chaque juif qu'ils arrêtaient. Qui était Palmieri? Il était entré à la mairie en 1933 grâce à Sabiani. Palmieri était toujours, en quelque sorte, un ami de Sabiani, un membre du PPF. Si Carbone, Spirito, Renucci et leurs hommes collaborent ardemment, les Guérini, eux, rejoignent la résistance. Ils ont un rôle ambivalent parce qu'ils ont intérêt dans des bars, dans des hôtels de passe, et que la clientèle allemande, la clientèle politique,
évidemment, continuent de venir chez eux. Mais ils protègent, parfois dans leur cave, un certain nombre de résistants, de juifs qui aident à cacher ou à s'échapper. Ils vont avoir un double jeu, en quelque sorte. Fidèle à ses engagements envers les socialistes, Barthélemy Guérini s'enrôle très tôt aux côtés d'un jeune avocat, Gaston Defferre, qui est à la tête du réseau résistant Brutus. Le réseau de Brutus est à l'origine un réseau de renseignement. Anne-Laure Olivier, historienne. Qui a ces radios qui envoient des rapports à Londres et des rapports précieux, notamment pour tout ce qui est relation avec les partis politiques en train de se reconstituer. Mais progressivement, va se poser la question de créer ce qu'on appelle une branche action pour le réseau, donc une branche militaire destinée à se battre dans la perspective de la libération. Dans ce creuset des milices socialistes autour de Gaston Defferre, on va retrouver donc des militants sincères, des ex-repris de justice et beaucoup de Corses. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va aller chercher des gros bras qui ont des armes, qui savent faire. Les trafics de faux papiers, ils savent faire. Les trafics de fausses monnaies, ils savent faire. Les braquages pour récolter de l'argent, pour acheter des armes, ils savent faire. Michel Debac, ancien chef de la section antiterroriste. Ah oui, vous comprenez. L'usage des armes, ils les connaissent, etc. Faire une opération ad hominem, c'est-à-dire tuer un officier allemand, c'est pas évident. Il faut, ils ont le maniement des armes. Bien, on ne regarde pas qui vient, qui rejoint la résistance. On ne regarde pas l'origine. Donc il y a des résistants sincères qui sont des purs politiques, et puis il y a des hommes de main, des voyous qui se sont reconvertis et qui ont trouvé là une nouvelle cause à défendre, et éventuellement, c'est les hommes qui aiment l'aventure, qui aiment le coup de feu. Et les Guérini font partie de ces gens-là. La résistance multiplie les attentats. Début janvier 1943, un bordel marseillais fréquenté par les soldats allemands est visé. Les nazis décident de détruire ces bas quartiers de Marseille tenus par la pègre, qu'ils considèrent comme le chancre de l'Europe. Sur les hauteurs de la cité phocéenne, Bousquet, pour la police française, et Auberg, pour les SS, supervisent l'action de 12 000 hommes. Les grandes figures de la pègre corse de Marseille sont incarcérées. Jouant de ses protections, Carbone est rapidement libéré, tout comme Antoine Guérini, tandis que son frère, Barthélemy, condamné à mort, parvient à s'évader. Lors de la première grande rafle de Marseille, 6 000 personnes sont arrêtées. 1600 sont déportés, dont de très nombreux juifs, qui ne reviendront jamais. Dans les jours qui suivent, plus de 1500 immeubles sont rasés, 14 hectares sont détruits. La destruction du bastion de la mafia corso-marseillaise redistribue les cartes des alliances politiques. Joe Renucci prend ses distances avec la collaboration et se rapproche du commissaire Blément, qui a organisé un réseau de voyous patriotes issus de la pègre. Blément, c'est un flic de guerre. C'est pas un flic qui peut être en temps de paix, quoi. Jean-Pax Meffray, journaliste. C'est-à-dire, c'est un flic de guerre où on s'embarrasse de rien. Il y a une seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Il dit qu'il traque ses ennemis avec une cruauté et la délicatesse naturelle de la mafia. Et c'est vrai que Blément va dans la recherche des criminels de guerre, faire preuve d'un zèle excessif. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Pour garantir le succès de l'opération, l'ancêtre de la CIA, l'OSS, a négocié avec le patron de la mafia sicilo-américaine, Lucky Luciano, emprisonné depuis plusieurs années. Quand les troupes américaines débarquent dans l'île, elles sont guidées par Cosa Nostra. Les Alliés confient l'administration de la Sicile à la mafia. Peu après, la Corse se libère, seule. Grâce à ses résistants mobilisés dans chaque village, l'île met en déroute une division SS entière. Le courage des insulaires face à l'occupant nazi contraste avec l'infamie de nombreux mafieux corses de la diaspora.
Sentant le vent tourner, Carbone décide de gagner l'Espagne franquiste. En décembre 1943, il monte à Paris à bord d'un train de nuit pour rejoindre sa maîtresse, Manouche, et fuir avec elle. Mais peu après minuit, des résistants font sauter le train. La jambe droite de Carbone est sectionnée, la gauche coupée jusqu'au tibia. Quand Spirito arrive à son chevet, Carbone vient tout juste de rendre son dernier souffle. Les plus hauts dignitaires de la collaboration se pressent à ses funérailles, orchestrées par Étienne Léandri. Dans l'église, les chœurs chantent l'Ave Maria autour de Tino Rossi. Parmi ceux venus rendre hommage au premier parrain corse de l'histoire, on reconnaît Simon Sabiani. La mort de Carbone annonce la fin d'un clan mafieux et profile l'essor d'un autre, celui des frères Guérini. Barthélemy s'illustre dans les rangs des partisans socialistes, aux côtés de plusieurs centaines d'hommes, pour l'essentiel des Corses du panier. À leur tête, Defer planifie les actions de sabotage en vue du débarquement des Alliés. Les liens noués dans le combat clandestin, dans des heures sombres, ont une force qui nous échappe un petit peu. Anne-Laure Olivier, historienne. C'était dans des situations où ces hommes risquaient leur vie et il y a des liens quand même assez forts qui se nouent à ce moment-là. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. À Paris, les hommes de la rue Lauriston se séparent. La légende veut que Lafont, avant son exécution pour haute trahison, est confié à un mafieux corse, le butin de la Gestapo française, composé de bijoux, d'or et d'argent. Pour les derniers, ceux qui sont très compromis, ils vont partir. C'est des gens qu'on va retrouver en Amérique latine, je pense notamment à Joseph Ricor, qui est le seul Corse à être resté auprès de Lafont. Mais des gens comme ça partent et deviennent effectivement des chevilles ouvrières de ce qu'on appelle ensuite, quelques années plus tard, la French Connection. À Paris, Étienne Léandri croit encore dans la victoire de l'Allemagne. Vêtu de son uniforme de la Gestapo, il retrouve son ami, le SS Roland Nosek au Fouquet's, et festoie avec lui, une dernière fois. Grande fête avec Nosek au Fouquet's, et ils se disent au revoir. Étienne remplit la Bentley de lingots et de victuailles, et puis il part sur la route. Étienne Léandri rejoint Berlin et s'enrôle dans l'école d'espionnage et d'infiltration du Troisième Reich. Sabiani, puis lui aussi en Allemagne. Il s'en va en Allemagne avec sa famille. Paul Jankowski, historien. Et avec plusieurs centaines de membres du Parti populaire français. Il rejoint Sigmaringen, sauf qu'il est juste à côté, dans une petite ville de Mengen. Et là, il se met, encore une fois, à travailler comme un fou pour essayer de sauver la situation. Le jour même de la fuite de Sabiani, les Alliés débarquent en Provence. Les combats sont d'une violence extrême et se doublent localement d'une course au pouvoir entre gaullistes, communistes et socialistes. Marseille est libérée le 28 août 1944. Le lendemain, les socialistes prennent le pouvoir dans la cité phocéenne. Ils dirigent le comité de libération installé à la préfecture du département. Gaston Defer est nommé président de la délégation municipale. Parmi ses fidèles se trouvent Antoine et Barthélemy Guérini. Ils vont entourer Gaston Defer, l'aider à prendre le pouvoir, à la fois au moment de la libération, et puis ensuite à la mairie de Marseille. Et donc après, ils seront très bien installés politiquement pour être protégés, y compris dans leurs activités illégales. Le clan Sabiani, Carbone, Spirito, qui a posé les jalons de la mafia corse et dominé Marseille depuis la fin des années 20, s'est désintégré. Tous sont condamnés à mort par contumace. Après son étape à Sigmaringen, Sabiani fuit à Milan, Buenos Aires et enfin Barcelone, où il meurt. Son corps sera enterré dans son village natal de Casamaccioli, en Corse. Spirito, lui, est allé directement en Espagne avant de passer incognito au Canada, puis aux États-Unis.
Il deviendra l'un des piliers de la French Connection. Quant à Étienne Léandri, il quitte Berlin en avril 1945 et se réfugie à Genève, puis à Milan, d'où il prépare son retour flamboyant. Tout est en place pour la deuxième époque, avec une base désormais bien installée, Marseille. Vous venez d'écouter Mafia et République. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Mafia et République est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par Yami 2, réalisée par Christophe Bouquet et écrite par Christophe Nick, Pierre Péan et Vanessa Ratignier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.